Vous êtes depuis très longtemps en Occident. Qu'avez-vous contribué pour le développement de la République démocratique du Congo? Nous sommes toujours dans la phase de culpabiliser les autres. Quel est notre engagement vis-à-vis de notre pays? Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire? Nous sommes allés depuis très longtemps, nous avons étudié, nous avons des connaissances pratiques, nous avons des savoir-faire, nous avons de très bonnes relations. Nous sommes dans des pays où il y a plusieurs opportunités qui peuvent créer une valeur ajoutée dans notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire donc? Pourquoi rester toujours en train de culpabiliser les autres? Cette fois-ci, le moment est venu. Venez nombreux participer dans cet événement, dans ce grand sommet. Ça sera 2 jours où tous les jeunes vont parler, tous les jeunes vont donner leurs idées. Ça sera une rencontre entre les investisseurs, les décideurs, les entrepreneurs et même les étudiants qui ont leur vision axée sur le développement de la République démocratique du Congo. Ne tardez pas, c'est maintenant qu'on écrit une nouvelle histoire. L'avenir appartient à Dieu. Un sage a dit, le plus beau moment de planter un arbre, c'était il y a de cela 10 ans. Mais le moment idéal, c'est maintenant. Si nous restons toujours dans cette logique et projeter toujours les choses en disant la jeunesse est l'avenir du pays, demain nous allons devenir vieux et nous allons laisser la responsabilité à nos enfants. Et on risque de rester dans un cycle continu. C'est maintenant ou à jamais. Soyez les bienvenus. Merci. Mesdames et messieurs, merci de choisir Congo Base Télévision pour vous informer, pour vous orienter avec cette émission Plateau d'honneur animé par les vôtres, tonton Bams, les tontons de toute une génération. Je dis, je le répète, si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification, de partager le lien de nos émissions. Ça fera énormément plaisir. Vous êtes en train de nous faire confiance parce que vous êtes 30 000 sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre page Facebook. Vous êtes à 80 000. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir parce qu'on a commencé ensemble, on grandit ensemble, 2 ans au travail vraiment ensemble avec vous. Nous, de notre côté, en train de se préparer pour avoir des invités, pour avoir des questions, des questionnaires vraiment qui va pousser l'invité à bien réfléchir, mais aussi de votre côté, vous avez travaillé pour partager le lien et surtout que notre communauté puisse grandir et s'élargir. En tout cas, je dois dire merci à cette communauté qui ne cesse pas de grandir. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes partout ailleurs en Afrique ou encore en dehors de l'Afrique. En tout cas, un grand merci à vous. Vous avez vraiment aimé l'émission que je tournais avec Monsieur Gilbert et Mongo et surtout que Bosengue Lusus parce que Bobby que vraiment matière et Zamakasi et en communication avec en coalition avec l'équipe de Congo Buzz Télévision, on a permis à ce qu'ils puissent encore revenir en tout cas pour qu'on puisse parler sur pas mal de détails de la République démocratique du Congo et surtout ce qui concerne la jeunesse. Voilà, une nouvelle vision pour le Congo, oui, c'est possible. Une nouvelle vision pour le Congo, oui, c'est possible, mais avec des personnes qui réfléchissent Congo, qui réfléchissent pas que comment le gouvernement on a quota pour récupérer Nazoaboé. Non, non, non. De jeunes capables de s'élever et dire non. Le jeune capable de s'élever pour s'opposer. Pas seulement pour s'opposer, mais pour donner aussi de pistes de solutions. Voilà la raison pour laquelle vraiment on a préparé cette émission pour recevoir M. Gilbert Emongo, à qui déjà je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes. Une deuxième fois encore parce que Sengio Lusus, en tout cas, matière et Zamakasi. Merci beaucoup. C'est apprécié en tout cas et merci pour l'invitation. Ça, c'est déjà votre famille, c'est déjà votre maison. Donc, à chaque fois qu'il faut revenir, en tout cas, pour parler, ici, c'est votre maison. Donc, la porte est grandement ouverte. Merci beaucoup. Voilà, les amis, restez branchés parce qu'il y aura à manger et à boire et partager le lien de nos émissions. Vous devez déjà rentrer, mais qu'est-ce qui vous pousse encore de rester encore ici à Kinshasa, M. Gilbert, parce qu'il y a déjà le sommet que vous devez déjà organiser, parce que dans 4-5 mois ici,
Il faut Salema déjà, mais qu'est-ce que vous retenez encore, Hakim? Alors, il faut comprendre déjà que je suis venu à Kinshasa pour une mission. Et puis, avant que cette mission ne soit accomplie, nous nous trouvons dans l'obligation de reporter notre voyage. Mais si Dieu voula, dans quelques jours ou dans peu de jours, je ne serai plus là, je vais voyager. Mais là, par exemple, pour ces rendez-vous d'aujourd'hui, je ne pouvais pas rater. C'est pourquoi je suis encore là. Voilà, et surtout qu'on a eu vraiment le temps pour monter au plateau. Merci. Une nouvelle vision pour le Congo. Comment voyez-vous le Congo dans 5 ans? Très très belle question. Dans 5 ans pour moi, je ne dirais pas d'abord la façon dont je vois le Congo, mais si et seulement si on me posait la question de savoir qu'est-ce que vous proposez pour que dans 5 ans le Congo soit une lumière de l'Afrique ou du monde entier, je vais répondre à cette question. Alors, dans 5 ans, si nous ne changeons pas notre façon de voir les choses, le Congo se retrouvera toujours au même endroit. Ça, c'est ce qui est sûr, parce que le développement d'un pays n'a rien à voir avec la construction seulement des infrastructures. Ça commence par la tête. Alors, si en 5 ans, nous ne faisons rien pour stopper cette hémorragie qui est la délinquance d'ailleurs juvénile chez les jeunes aujourd'hui, je pense qu'à 5 ans, même à 10 ans, le Congo restera toujours là où il se trouve. Mais vous pensez qu'il y a des pistes de solutions pour que qu'on puisse sortir en fait de cette délinquance-là? Oui. Surtout pour la jeunesse. Certainement, messieurs les journalistes, il y en a beaucoup d'ailleurs. Et puis, certes, ça fait mal, mais un bon médecin, avant de traiter quelqu'un, il doit faire les passements. Une diagnostic pour savoir c'est quoi le Effectivement, parce que vous ne pouvez pas donner la solution à un problème avant de comprendre ce qui a causé ce problème. Sinon, vous serez toujours en train de donner des solutions précoces et la République démocratique du Congo se retrouvera toujours au même endroit. Parce que le Congo souffre d'un sérieux problème, d'une maladie que tout le monde se trouve prêt à donner la solution, mais il ne sait pas en réalité de quoi le Congo souffre. Alors, d'après moi... D'après vous, le Congo souffre de quoi? Parce qu'on dit que depuis 1997, c'est là où que le problème a été sur la table, surtout pour la jeunesse en fait. L'inconscience collective, c'est de ça que le Congo souffre. L'inconscience collective. Toute la population souffre d'un seul problème, manque de conscience. Et c'est ce qui est au centre même du sous-développement de la République démocratique du Congo. Parce que, monsieur le journaliste, Dieu nous a dotés de presque toutes les richesses du monde. Ici, je parle des ressources humaines, je parle de ressources ou de matières premières essentielles, je parle de la richesse sous-sol, je parle d'ailleurs de l'intelligence pour ne citer que cela. Mais pourquoi notre pays se trouve toujours au même endroit? C'est parce que nous manquons la conscience. Et les vrais problèmes de Congolais, c'est le manque de conscience. Les jours où nous allons reprendre la conscience, et une conscience, une véritable conscience collective, où toutes les classes de la population vont comprendre que pour que le pays soit développé, nous tous, nous devons nous sentir impliqués dans le développement de ces pays et quitter d'abord la phase de la distraction. Je pense que le Congo sera développé. Mais quand vous parlez de la distraction, en fait, vous êtes en train de faire allusion à quoi en fait? Seulement de la musique, de l'abrutissement, de l'alcool ou quoi? Quand je parle de la distraction, je fais d'abord allusion à l'inconscience parce que la distraction a plusieurs choses qui les caractérisent. Par exemple, je vous ai donné un exemple la fois dernière ici. Quand les jeunes Congolais ne savent pas ce qu'ils veulent, dans la vie, à force de ne pas savoir ce que l'on cherche, on risque de ne pas connaître ce que l'on trouve. Je vais donner un exemple. En Occident, les jeunes qui partent du Congo vers l'Occident, la majorité travaillent. Mais les emplois qu'ils occupent en Occident, ils sont incapables de les occuper ici. Tout simplement parce qu'ils sont complexés. Ça, c'est d'abord un facteur premier essentiel. Les jours où les Congolais comprendront que la façon dont nous sommes en train de réfléchir, nous contribuons au sous-développement de la République démocratique du Congo, je pense que les choses vont changer. Parce que ici, tu ne peux pas refuser de travailler, par exemple, à l'entrepôt, sous prétexte qu'on va te voir. Mais une fois arrivé à l'Occident, tu es prêt à faire tout. Mais après, c'est question de rémunération aussi, M. Gilbert. Travailler à l'entrepôt ici, oui, mais après, pour combien? Effectivement, mais j'aimerais quand même, on ne pose pas des questions aux journalistes, mais j'aimerais quand même poser cette question. S'il est question des rémunérations, pourquoi on travaille?
c'est pour donner la solution à nos besoins. Et entre travailler et avoir quelque chose et ne rien faire. Est-ce que vous savez que ici, le Congolais, surtout que le Quinois vivent, c'est qu'on dit le taux du jour en fait. Par exemple, nos frères qui travaillent chez les Indiens ici à Limité, du matin jusqu'au soir pour sortir avec par exemple $5, comment s'organiser? Très belle question. Vous savez, à la limite, l'important, ce n'est pas d'abord de travailler, mais c'est de travailler à avoir la vision pour réussir sa vie. Parce que pour moi, c'est inconcevable qu'un jeune puisse travailler du matin au soir pour trouver $5 dans un pays comme... Oui, mais, monsieur le journaliste, comment voulez-vous que les jeunes puissent trouver des beaux emplois ici, tant qu'ils sont tous des chercheurs d'emploi, ils ne veulent pas créer les emplois? À Kinshasa, ici, tu me parles de $5 par jour. Je me dis, $5, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est 13 000 francs. On est dans les 13 000, comme ça, oui, 13 000 francs. Ouais. Mais si tu pars au village et tu te dis, moi, maintenant là, je vais par exemple démarrer mon business. Je pense qu'avec $100, après un mois, tu n'auras plus $100. Quel genre de business? Il y en a plusieurs. Je vous ai par exemple dit l'investissement dans l'agriculture. Au village, jusqu'aujourd'hui, il y a des mamans qui peuvent travailler pour vous des hectares juste en échange des habits. Jusqu'aujourd'hui au Congo. Tu lui donnes un polo, il peut travailler pour toi. Autant d'hectares que tu voudras si tu lui donnes beaucoup d'habits. Tu lui donnes du sel, elle peut travailler pour toi. Tout ce que toi tu peux lui donner, ce que nous négligeons ici, les habits usagés, tout ce que nous négligeons ici, si toi tu constitues un bon colis, tu pars avec au village, tu vas faire l'échange de biens contre biens, tu vas venir avec beaucoup d'argent. Même si tu prends la route vers une province par voie maritime, tu vas commencer à échanger les habits avec les poissons. Avant même d'arriver à destination, tu vas revenir avec beaucoup de poissons qui peuvent te générer des ressources financières. Parce que si toi, tu reviens avec ces poissons ici en Kinshasa, les gens ont besoin de ça. Mais ce que nous négligeons ici au village, les gens également ont besoin de ça. Donc, c'est important quand même que le jeune puisse comprendre que travailler, c'est bon, mais travailler pour soi-même, c'est mieux. Et au Congo, c'est possible de travailler pour soi-même et générer de l'argent. Donc, c'est une manque de créativité, en fait. Effectivement, tous les Congolais ont besoin, c'est un luxe pour un Congolais, de travailler dans un bureau, même si on ne les paye pas, même s'il a des salaires non payés pour lui. Quand je travaille, c'est un honneur, c'est un luxe. C'est pourquoi vous voyez de jeunes aujourd'hui préfèrent s'acheter une moto, devenir taximan, tant qu'avec $1000, tu pars avec au village pour faire l'exemple que je viens de te donner, l'échange de biens contre biens, tu vas venir avec beaucoup de choses. Et si tu reviens avec ces choses du village, tu viens les vendre ici à Kinshasa, tu vas gagner beaucoup. Nous avons, par exemple, dans la province du Sanko, nous avons la rivière Lomami. Cette rivière, moi, je suis allé visiter, il y a beaucoup de poissons là-bas, beaucoup. Mais ici, vous voyez comment les gens, la famine est en train de déranger la ville de Kinshasa. Et si toi, tu te décides d'aller avec les habits à Lomami, à la rivière Lomami, et tu pars échanger avec les poissons, si tu reviens avec ces poissons, quand tu vas vendre, tu n'auras pas l'argent? Tu auras l'argent, bien sûr. Les habits, parce que moi, je viens du village, je n'ai jamais eu honte de les dire, mais les habits que les Quinois négligent ici, ce sont des habits de luxe et des gens qui sont au village. Et un Quinois préfère jeter un habit que de réfléchir et savoir si cet habit ne peut pas l'aider. Mais aussi, un Quinois préfère plus travailler juste pour acheter les habits que de construire sa vie. Effectivement. Voilà pourquoi, moi, quand je vois un Quinois souffrir et je le vois s'habiller, je vois sa façon de paraître devant les gens, je comprends et je ne me soucie même pas de telle personne. Donc, la jeunesse vante plus du rêve en étant bien sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. C'est ça, nous sommes dans un pays des complexes. Tout le monde veut prouver à l'autre qu'il est à mesure. C'est lui qui peut. Il est riche, il est propre, il est beau. Oublions que ce que nous faisons aujourd'hui déterminera ce que nous serons dans 5 ans. C'est que beaucoup oublient en fait. C'est ça. Tu ne peux jamais s'aimer les arachides et s'attendre que demain tu puisses récolter les riz. Si toi tu vends les rêves aujourd'hui aux gens, tu montres aux gens que tu es riche et tu oublies de construire ta vie, dans 5 ans,
Sache que les mêmes personnes, moi, par exemple, je donne mon exemple. Moi, quand j'étudiais à l'UNIKIN, je voyais les enfants de professeurs. C'était un luxe quand tu vois un enfant d'un professeur. Mais nous sommes allés étudier aujourd'hui. On n'a plus les mêmes niveaux avec ces enfants. Tout simplement parce qu'ils ont oublié que dans la vie, quand tu as certaines opportunités, tu dois les saisir pour bien planifier ton avenir. L'argent de ton père n'est pas ton argent et les opportunités que tu as aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Et quand tu as les opportunités dans la vie, il faut les saisir. Donc, c'est ce que la jeunesse congolaise, surtout de Kinshasa, parce qu'il n'y a aucune jeunesse distraite comme la jeunesse congolaise de Kinshasa. Tout le monde est dans la distraction. Tout le monde est dans la distraction. Si tu prends un jeune Kinois et un jeune qui est dans une province, tu discutes avec leur façon de réfléchir. C'est différent. C'est différent. Donc, c'est quand même très important. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais d'après moi, l'inconscience de la jeunesse quinoise se repose sur ça. Nous voulons tous paraître beaux, riches. Nous voulons tous paraître graves, mais nous oublions de bâtir nos vies. Donc, l'État a sa part, mais aussi la jeunesse elle-même aussi doit aussi faire un pas. Effectivement, parce que tu ne dois pas t'attendre que, par exemple, le président de la République puisse laisser ses engagements, puisse laisser tout ce qu'il fait pour venir te montrer à comment te chercher de l'argent. On n'apprend pas ça à l'école. Ça, c'est la sagesse. Quand on part à l'école, on nous apprend tout. S'il est devenu président, c'est parce qu'il a pris le temps de réfléchir sur son avenir. C'est tout un plan. Mais nous, les Congolais, nous voulons que l'on puisse tout faire pour nous. C'est pourquoi... Prêt à manger directement. Effectivement. Et si nous ne changeons pas cette façon de voir les choses, même si Jésus-Christ de Nazareth devenait président de la République démocratique du Congo, nous allons l'insulter, nous allons le lapider et nous allons encore critiquer son mandat. La jeunesse congolaise doit comprendre qu'elle a une part de responsabilité dans le développement du Congo et elle a également une part de responsabilité pour changer les choses. Et pour lutter, par exemple, contre la famine. La République démocratique du Congo a plus de 80 millions de terres arables. Et cette surface cultivable de la République démocratique du Congo peut nourrir beaucoup de pays africains. Pas seulement le Congo, mais pas seulement le Congo, ça peut nourrir d'autres pays africains. Mais nous voyons du jour le jour au marché, les produits alimentaires ne font qu'augmenter les prix. Et presque tous les produits que nous voyons au marché sont exportés d'ailleurs. On n'arrive pas à prendre les choses en main, c'est prendre en charge en fait. Effectivement. Et si vous voyez par exemple, en 2011-12, tu vas voir que les prix d'un sac de riz ou d'arachide n'est plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et nous avons tendance, et j'ai comme l'impression que nous voulons encore donner cette faute au président de la République. Parce que si hier, au village, ou ici à Kinshasa, un sac de semoule ou de maïs était moins cher, on doit se poser la question de savoir est-ce qu'on a plus de terre ou on a plus de produits à aller s'aimer pour avoir le maïs. Mais le Congo reste Congo. Jusqu'à preuve du contraire, à part à l'Est où il y a la guerre, la surface de la République démocratique du Congo est intacte. Et pourquoi les produits alimentaires ne font qu'augmenter les prix? Mais même aussi nos frères qui vivaient dans de villages aujourd'hui et tous ils veulent venir s'installer à Kinshasa. C'est là aussi ça pose aussi un problème. Mais les problèmes, ça c'est un problème collectif. C'est pourquoi j'ai parlé au début, si vous m'avez bien écouté, messieurs les journalistes. Je parlais d'un problème collectif. D'un problème collectif, la conscience. Chinois, en fait. Et regarde ce qui se passe, messieurs les journalistes. Si nous n'arrêtons pas cette hémorragie, les gens qui sont au village ont envie de venir à Kinshasa parce qu'ils pensent que c'est à Kinshasa qu'on gagne la vie. Et les gens qui sont à Kinshasa ont besoin d'aller en Europe, tout en pensant que c'est là où il y a la vie. Et si et seulement si, nous qui sommes ici jeunes, les leaders d'opinion, les entrepreneurs, les décideurs, même les politiciens n'arrivent pas à arrêter cette hémorragie, nous aurons la tendance de libérer l'intelligence, les ressources humaines de la République démocratique du Congo vers l'Occident. Et quand les jeunes quittent
la RDC vers l'Occident, nous devons aussi savoir et comprendre qu'ils partent créer une valeur ajoutée dans le pays du Nord. Et lorsqu'ils créent cette valeur ajoutée, ces pays continueront toujours à nous maltraiter, à nous voir comme si nous ne pouvons rien, comme ils aiment toujours le dire, que si le Congo n'est pas développé, c'est parce que nous avons un manque d'intelligence de Congolais. Tant que non, ce sont nous, les Congolais, qui développons l'Occident par notre force physique, par nos expertises, par notre savoir-faire et même par notre intelligence. Donc c'est important quand même que la jeunesse puisse comprendre que si tout le monde respecte sa place, tout le monde aura une place. Si celui qui est dans une province comprend qu'il peut aider son pays en restant dans sa province, ça peut aider aussi le pays. Parce que si toi tu laisses ta province, par exemple, toi tu es du Sankuru et tu laisses ta province pour venir ici à Kinshasa, d'après toi, qui va aller travailler pour ta province? Parce que celui qui est à Kinshasa ne va jamais aller au Sankuru pour aller travailler pour le développement du Sankuru. Et si tous les jeunes pouvaient comprendre que si nous restons dans nos provinces, quand je parle de rester, ce n'est pas y habiter. Tu peux être à Kinshasa, mais ton œil ou ton regard est dans ta province pour développer. Nous allons changer beaucoup de choses. Nous allons changer beaucoup de choses. Changement de mentalité, c'est ce que le président de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, a donné beaucoup de l'énergie pour ce changement de mentalité, mais qui n'a abouti absolument à rien. Là et tout. En tout cas, j'ai tout fait, mais ce que je n'ai pas pu, en fait, c'est changer la mentalité de Congolais. Vous pensez que dans les jours à venir, pour une nouvelle vision pour le Congo, on aura aussi de jeunes comme Gilbert et Mongo, même 20, 100, pourquoi pas 1000, pour changer vraiment cette mentalité? Nous n'avons pas, je ne parlerai pas des jours à venir parce qu'ils sont même aujourd'hui. Maintenant là? Ils sont là, ils m'écoutent également. Il faut juste éveiller en fait leur conscience. Éveiller leur conscience, ils ont besoin de quelqu'un qui va se tenir devant sa tendance politique pour conduire toutes ces personnes. Parce que ce qui arrive, la majorité des gens qui ont compris ça, leur intérêt principal, c'est de gagner l'argent. Ils utilisent ces jeunes intelligents, ces jeunes ambitieux pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi nous autres, par exemple, dans le cadre de notre engagement patriotique, je ne vois rien qui pourra venir me stopper. Parce que peut-être hier, quelqu'un pouvait me corrompre avec 100 $, 10 $. Ça ne va pas arriver. Ça ne va jamais arriver. Votre façon de parler pour la jeunesse, votre façon de voir le Congo, dans les jours à venir ici, si on vous donne un poste ici, Gilbert Joubert, non, écoute, monsieur le journaliste, par exemple, un député, moi, un député va me corrompre avec combien? Parce que déjà, 1000 $, par la grâce de Dieu, ça sera très moins signifiant. Au moins son salaire divisé par 2, mais qui va accepter de me donner son salaire divisé par 2? Alors nous avons pris cet engagement pour sauver la jeunesse, pour sauver le Congo. Et je vous le promets, je jure, aujourd'hui, j'ai même ma main à couper. Si tu me vois derrière un politicien un jour, viens me rappeler. Les images vont rester. Effectivement, les images restent. Si tu me vois derrière un politicien un jour, viens me rappeler. Mais si dans le cadre de mon engagement patriotique, un jour, je me retrouve face à certaines obligations pour sauver le pays et j'ai droit ou j'ai besoin, par exemple, de travailler en étant dans la politique, je serai là, mais pas derrière quelqu'un. Ça vous tente aussi la politique? Pas pour le moment. Impossible. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment, vous voulez plus rester dans votre botte, dans votre coin et tout pour... Parce que ce qui a tué le Congo, c'est d'abord la politique, les églises. Ce sont les deux choses qui ont tué le Congo. C'est deux choses-là qui ont tué le Congo. C'est ça. La politique et les églises. Ouais. Les politiciens vendent un rêve à la jeunesse. Le rêve selon lequel, pour réussir sa vie, il faut faire la politique. Ou bien il faut être pasteur. Ou bien il faut être pasteur. C'est pourquoi vous avez vu même aux élections du 20 décembre dernier, il y avait beaucoup de jeunes qui ont postulé. Beaucoup d'ailleurs sont allés prendre l'argent avec intérêt. Beaucoup se sont endettés pour trouver l'argent. Mais si tu discutes avec ces jeunes, ils n'ont aucune vision pour le Congo. Ils ne connaissent même pas ce qui les amène là. Mais ils ont juste besoin d'être là parce qu'il faut être là. Il y a un 21 000 $ que tu dois commencer à gagner. Tant que la nouvelle classe politique que nous voulons dans ces pays, c'est une classe politique des personnes qui réfléchissent. Des personnes qui comprennent qu'en réalité, la politique, c'est travailler pour les autres. Et quand on travaille pour les autres, leurs intérêts devraient
toujours passer devant. Vous êtes pas trop à Kinshasa, il y a plus à Libanda et tout. Est-ce que de jeunes aux Alana Bangokuna, parce que vous êtes président aussi, il y a des jeunes au Canada, est-ce qu'il y a aussi de jeunes qui réfléchissent Congo, mais qui réfléchissent l'Afrique? Oui, il y a beaucoup de mouvements citoyens aujourd'hui en Occident, même en Europe, en Amérique, partout, surtout au Canada. Il y a beaucoup de jeunes qui réfléchissent pour l'Afrique. Mais pourquoi ils ne prennent pas leur avion pour venir comme vous êtes en train de le faire? Il y a peut-être un problème de moyens. Vous voyez, Dieu nous a créés avec 5 doigts dans la main. Nous ne sommes pas tous égaux, mais la vision est là. Moi, par contre, ce que je dirais, ces jeunes ont une bonne vision, mais il manque la visibilité. Parce qu'en Occident, par exemple, en Amérique du Nord, nous n'avons pas les mêmes opportunités que nous avons ici. Genre, passer dans une chaîne de télé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chaîne de télé pour le Nord? Il y a juste une chaîne de télé pour le Noir. Moi, je passe là-bas, mais est-ce que c'est tout le monde qui peut passer? La majorité ne connaissent même pas que ça existe. Wow. C'est grave, mais pourquoi pas s'organiser aussi, donner aussi la lumière à d'autres jeunes là-bas aussi? Nous sommes en train de nous organiser. Déjà de tuyaux comme le Quinoa disent. Non, nous sommes en train de nous organiser et puis la très bonne nouvelle, par exemple, le président de CESAC, M. Christian Boussembe, nous a promis que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, désormais en Amérique, sera diffusé ici, gratuitement. Donc, c'est déjà un pas de plus. Nous sommes en train de travailler et avec le temps, même un enfant fait 9 mois, un bébé dans les ventres de sa mère. Nous ne sommes pas pressés, mais nous croyons qu'il y aura un réveil. Parlons du changement du système éducatif. Comment vous le voyez? Très, très belle question. Avant de parler de ces changements, je vais comparer les systèmes éducatifs que nous avons hérités ici au Congo. Et du système éducatif américain, puisque c'est là où j'étudie. Alors, avant de commencer, j'aimerais préciser, parce que je sais que ça va peut-être déranger beaucoup de personnes. Soyez vrai, en fait. Mais je serai vrai, parce que le pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Lorsque c'est noir, nous allons dire que c'est noir. Le système éducatif congolais, c'est un système qui est très loin de s'adapter au contexte moderne. Et moi, si ça dépendait que de moi, le gouvernement devrait avoir sur sa table comme objectif principal, après le mandat du nouveau président qui sera proclamé, les changements du système éducatif congolais. Nous avons hérité d'un système éducatif depuis l'époque coloniale, messieurs les journalistes. Jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui. Qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé. Et ce système éducatif ne fait que surcharger l'étudiant. En Occident, quand tu arrives, par exemple, moi, quand je suis arrivé, on me donne 5 cours. Mais ici, à l'université de Kinshasa, à la faculté de médecine, j'avais 33 cours. D'après vous, entre un étudiant qui étudie 5 cours et un étudiant qui a 33 cours, qui aura la maîtrise? C'est d'abord la première question que l'on se pose. Et à ça vient s'ajouter encore l'autre chose. Les enseignements que nous recevons ici au Congo datent de plus de 10 ans passés. Le cahier de charge n'a pas changé. Le cahier de charge n'a pas changé. Tu vas voir un professeur qui t'apprend les notions que lui-même a eu à apprendre à 1995. Mais toi, tu es aujourd'hui à 2023. Mais en Occident, nous, il y a certains livres qui étaient sortis, par exemple, à 2022, à 2023. Les professeurs t'imposent de ne pas utiliser ces livres. Tu dois acheter un nouveau livre. Tout simplement parce qu'ils ont compris que l'éducation, c'est même la clé du développement d'un pays. Et pour que cette clé soit importante, il faudra que l'éducation soit mise en jour. Mais nous étudions le même matière. Un professeur a étudié quelque chose il y a 10 ans. Il vient apprendre à l'étudiant aujourd'hui. Et la conséquence sera quoi? L'étudiant aura la même connaissance que ces professeurs-là. Mais il ne va jamais devenir plus que ses professeurs. C'est pourquoi vous voyez au Congo, nous avons beaucoup d'intellectuels, mais sur les plans pratiques, ils ne connaissent rien. Il y a un étudiant qui étudie en informatique qui n'a jamais vu un laboratoire, par exemple, qui n'a jamais vu un centre informatique, mais il est en informatique. Donc nous sommes plus dans de pratique, nous sommes dans des théories inutiles. Par exemple, un étudiant qui fait la médecine, c'est quoi l'importance du cours de philosophie? Pour un étudiant qui est en médecine, tu vas lui donner les cours de philosophie pour qu'il fasse quoi? Ça, par contre, il faut changer.
il faut donner à l'étudiant les matières importantes. Mieux vaut qu'il comprenne 2 pages et qu'il puisse bien maîtriser ces pages au lieu de lui donner 100 pages. Parce que nous avons des étudiants perroquets en République démocratique du Congo. La majorité d'étudiants... copier-coller. Copier-coller, copier-coller. Et c'est regrettable de voir dans une université, ça se passe qu'ici à Kinshasa, il y a des étudiants, il y a un document, on appelle ça BAT, les examens passés. Donc l'étudiant sait que ses professeurs vont revenir avec les mêmes questions. Mais ça, c'est regrettable. Nous, par exemple, moi, j'étudie à l'Université de Montréal. Si et seulement si on vous pose un examen, il faut déjà oublier que cet examen va revenir dans les jours à venir. Donc c'est bannir, c'est fini. C'est banni. Et si on te pose la question, par exemple, c'est quoi la biologie? Et dans les livres, c'est écrit, c'est l'étude de la vie. Si tu répètes la même chose, tu as 0, parce que c'est du plagiat. L'étudiant doit comprendre ce qu'il apprend et arriver à interpréter à sa propre manière. Mais au Congo, ce n'est pas comme ça. C'est un luxe pour un étudiant de dire « j'ai mémorisé tous tes livres ». À quoi sert bon de mémoriser ça, à comprendre ce qu'on mémorise? Ça, c'est le premier point par rapport au système éducatif. Le deuxième point, il n'y a pas du sérieux dans le système éducatif ici en République démocratique du Congo. Certes, ça fait mal, mais il n'y a pas du sérieux. Est-ce que vous savez qu'au Congo, jusqu'à aujourd'hui, je parle parce que j'ai également étudié, j'ai fait la médecine à l'université de Kinshasa. J'ai étudié, je sais de quoi je parle. Est-ce que vous savez qu'au Congo, il y a des professeurs qui n'enseignent pas, mais sont prêts à aller en grève? Ce sont leurs assistants qui enseignent. Mais un assistant en soi n'a pas le droit d'enseigner quelqu'un. Parce que c'est un étudiant qui est comme en stage. Certes, il s'est démarqué, il a distingué, mais il n'a pas le droit de donner cours à quelqu'un. Et regarde la conséquence. La conséquence, c'est quoi? Quand un professeur, par exemple, parce qu'il y a certains également qui enseignent, un professeur enseigne et il donne un examen ou une interrogation. La majorité des professeurs ne corrigent pas les copies. Il prend ça, il donne à un assistant. Et c'est lui qui va corriger. Et c'est l'assistant qui va corriger. Et non seulement ça, il y a certains professeurs qui arrivent même à prendre les corriger, donner à leurs enfants qui sont encore aux humanités pour corriger les copies des étudiants de l'université. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que les professeurs doivent être à mesure de comprendre si l'étudiant a réellement bien assimilé et bien compris les cours. C'est pourquoi, même si l'étudiant ne répète pas ce qui est écrit dans les livres, les professeurs peuvent comprendre sa philosophie. Mais quand, par exemple, il donne à un assistant le papier de corriger, il lui donne les corriger, il le fait d'examen. L'assistant n'est pas un dieu. Il va corriger sur base des réponses que le professeur lui a données. C'est pourquoi il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui échouent à tort ici au Congo. Et ça, par contre, nous devons changer cela. Ça, c'est un. Deuxième des choses. Troisième des choses, parce que je parlais déjà de professeurs, je parlais des étudiants. L'autre problème, les recrutements des étudiants dans les universités. Là aussi, ça cause problème? Ça cause problème. On ne peut pas avoir dans une salle de classe plus de 1000 étudiants. Comment le professeur va arriver à comprendre même ce que les étudiants disent? Comment le professeur va arriver à contrôler si tous les étudiants ont eu à comprendre la matière? Vous là-bas, vous êtes plus à combien dans de salles? S'il y a une salle de classe au Canada, en Amérique, même en Europe, qui dépasse 100 personnes, c'est que c'est spécial. Donc si par exemple vous faites les droits, et vous êtes recruté par exemple 300 personnes, on va départager ça à 4 salles. Comme ça, le professeur a tout le temps de voir si l'étudiant est arrivé au cours, si l'étudiant a révisé sa matière, si l'étudiant a des difficultés pour comprendre les cours. Mais ici, ça ne se passe pas comme ça. Moi, je connais en droit, par exemple, à l'UNIKIN, il y a une salle de classe qui a plus de 1500 élèves, 1500 étudiants. D'après vous, ces 1500 étudiants vont comprendre quoi? C'est pourquoi les étudiants se sont transformés en professeurs à l'université de Kinshasa. Un professeur donne cours, mais l'étudiant a besoin d'aller dans un groupe d'encadrement. Nous voyons ça un phénomène normal, tant qu'en réalité, ça ne devrait pas se passer ainsi. Si déjà un étudiant arrive à donner les cours à son ami étudiant, c'est qu'il y a faille quelque part. Parce que si l'étudiant a très bien compris par un professeur, il n'aura pas besoin d'aller étudier chez son collègue étudiant. C'est pourquoi ça encore, c'est quelque chose qu'il faut stopper. L'université n'a pas été faite pour tout le monde. Partout au monde, en Occident, l'université n'a pas été faite pour tout le monde. Ça, c'est la chose que tout le monde doit comprendre.
Au Canada, par exemple, je parle du Canada parce que je maîtrise bien leur système éducatif. Au Canada, même si tu as ton diplôme, tu n'as pas le droit d'aller à l'université avant de passer par un collège. Et les collèges, ici dans les systèmes belges, représentent comme les instituts supérieurs. Ça veut dire que l'étudiant, avant d'arriver à l'université, on prend le temps de bien le préparer en avance pour qu'il soit en mesure, n'est-ce pas, de bien affronter les matières importantes qui se trouvent dans la plus grande instance académique qui est l'université. Donc, toutes ces choses sont des choses à changer ici au Congo. Et que l'on veuille ou pas, si nous ne changeons pas ces choses, le Congo aura beaucoup de diplômés, mais n'aura jamais une bonne classe des gens suffisamment formés. Mais ça serait quoi la procédure pour arriver là, en fait? Moi, par exemple, si on me pose cette question... Vous parlez de ça avec beaucoup de détails. Quelle est la procédure à suivre, en fait? 1. Stopper les recrutements dans des classes de recrutement. Par exemple, à l'université de Kinshasa, ça fait même 2 ans. Tu vois, le Congo, pour que le Congo puisse changer, on doit être à mesure de prendre des décisions strictes. Qui fait mal. Mais en réalité, va aider. Si, par exemple, on dit pendant 2 ans, on ne recrute plus les étudiants à l'UNIKIN, et tout étudiant qui échoue doit rentrer dans la classe comme ça se passe en Occident. Si tu échoues 2 fois dans une même faculté, tu es obligé de quitter la faculté. Et tu n'as plus le droit d'étudier dans cette université et dans cette faculté, même après 10 ans. Waouh. Vous voyez un peu? Mais ici, il y a question déjà de Kanya Kandeba Lobake. Mais c'est ça. C'est pourquoi vous voyez, hein, les problèmes, le mal du Congo est très profond. Vous savez, ce sont des choses que nous disons peut-être comme ça, mais c'est ce qui tue notre pays. C'est ce qui tue notre pays. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont diplômés à coupe et couture, qui partent faire les concours en médecine et réussissent parce qu'ils donnent l'argent? Quelqu'un qui a fait 6 ans d'humanité, 6 ans de secondaire, et a son diplôme à coupe et couture, d'après vous, qu'est-ce que cette étudiante va aller faire en médecine? Mais comme c'est un luxe ici au Congo, nos parents choisissent déjà pour nous les domaines que nous devons aller étudier. Ces gens-là partent. Et si par exemple son père est député ou ministre, on les recommande. Il part à la faculté de médecine et la conséquence sera quoi? Cette étudiante ne va pas bien réussir, mais s'il a de l'argent, il va commencer à donner pour passer des promotions. Et à la fin de compte, nous avons beaucoup de diplômés, mais nous manquons de vrais intellectuels au Congo. Depuis que tu es ici au Congo, donne-moi 5 depuis 2000, les enfants qui sont nés de 1995 jusqu'à aujourd'hui, qui sont reconnus ici en tant que des vrais chercheurs, s'ils ne sont pas allés étudier en Occident. Vous allez voir, même quand un jeune qu'on appelle un génie ici au Congo fabrique quelque chose, si tu compares ce jeune avec son ami qui fabrique en Occident, vous aurez comme la tendance que celui qui a fabriqué ici au Congo, on est en train de l'encourager parce qu'il a quand même essayé. Mais en Occident, on encourage parce que c'est vrai et c'est bien et c'est palpable. Donc nous vivons comme si nous sommes en train de vivre encore dans un rêve et ce n'est pas une bonne chose. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Dans la réalité. Dire aux gens que même si ça fait mal, par exemple dans des facultés clés, comme les droits, la médecine, on ne doit pas recruter n'importe qui. Et surtout à l'université. Il faut beaucoup de rigueur là-dessus. Est-ce que vous savez que l'université de Kinshasa, telle qu'elle est construite, dépasse beaucoup d'universités en Occident? Du point de vue construction, du point de vue infrastructure, ça dépasse beaucoup d'universités. Mais viens entrer à l'université de Kinshasa, regarde la réalité. Moi, j'ai étudié à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. On manquait une charpente osseuse. Les squelettes, nous manquons dans ce pays à l'université de Kinshasa. Nous manquons ça. Et c'est un professeur qui venait avec sa propre charpente osseuse pour venir apprendre aux étudiants. Mais ça, ce sont des choses que nous voyons, nous rions. Aujourd'hui, pour nous, c'est un luxe que de rire. Appeler les Kongombo Kelengi, tout simplement parce qu'il y a des choses qui font rire. Mais nous devons avoir honte de nous. L'université de Kinshasa est la première université. Et ça devrait être un miroir. À l'université de Kinshasa, on devrait avoir dans toutes les promotions moins de 500 étudiants. Et c'est comme ça qu'on devrait former une très bonne classe. Et même les professeurs devraient avoir le temps de bien suivre les étudiants parce que quand un professeur enseigne,
une classe où il y a par exemple 60 étudiants, il aura le temps de corriger même les pages. Mais quand un professeur qui est déjà... suivre ces étudiants-là. Mais quand un professeur qui est déjà député, il est payé. Un professeur qui est par exemple ministre, il va venir que donner les cours et après, les restes, Ils s'en foutent. ils sont fous. Ce sont les assistants qui s'occupent. Voilà pourquoi vous voyez, au Congo, chaque jour, nous avons des médecins, chaque jour, nous avons des avocats, chaque jour, nous avons des gens qui ont étudié, mais les choses ne changent pas. Nous allons presque déjà à la fin de cet entretien. La régie est en train de nous signaler. Que pensez-vous du rapport entre l'Occident et les Congos? Très belle question, messieurs les journalistes. L'Occident en général et les Congos entretiennent des relations qui ne sont pas saines. Et je pense que pour que les choses puissent changer, nous devons essayer de revoir la relation entre la République démocratique du Congo et les pays du Nord. Les pays qui sont dus à avancer. Pourquoi je dis ça? Depuis plus d'un siècle aujourd'hui, il y a quelque chose qui sillonne en Afrique, partout, et ici en République démocratique du Congo. Cette chose s'appelle l'aide au développement. Et l'aide au développement, c'est quelque chose, c'est un outil d'influence qui est en train de faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse rentrer de jour le jour en arrière. Parce que quand quelqu'un sait que quoi qu'il fasse, on va l'aider pour qu'il puisse atteindre un objectif, il ne va pas fournir l'effort pour bien se défendre ou pour bien se développer. Voilà pourquoi, moi d'après moi, les rapports aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et les pays européens, nous entretenons des relations très sales et nous devons essayer de revoir ça. C'est très important. Certes, ça fait mal, mais nous devons essayer de revoir ça. Par exemple, un pays comme la France ne peut pas donner un don à la République démocratique du Congo. Ça va commencer comment? Tout ça dans notre Tosani. Non, non, attends. Quand on dit ça fait... On n'a pas. Nous, qu'est-ce que nous manquons? Et les millions que vous voyez les gens détourner. Parce que quand, par exemple, la France vient donner 30 millions de dollars à la République démocratique du Congo, entre la France et le Congo, quel est le pays le plus riche? C'est ça maintenant, il faut réfléchir. Donc, notre manque de sérieuxité, nous ne devons pas cacher les sous-développements de notre pays dans notre conscience. Donc, nous avons de personnes qui n'arrivent pas en fait à protéger le Congo. Effectivement. Parce qu'en réalité, quand un pays, il y a un rapport qui a été mis en 2016 sur base des chiffres de 2012, ce rapport a fait tant de choses selon lesquelles chaque année, les pays européens, les pays dits avancés ou développés, chaque fois que ces pays aidaient les pays sous-développés, nous qui sommes ici, à une valeur d'1 milliard de dollars, à la même année, 3,3 milliards de dollars quittaient du pays sous-développé vers les pays développés. Et à la fin de compte, nous nous rendons compte que le pays qui était censé être aidé pour se développer aide les pays développés à une valeur, une différence d'au moins 2 milliards de dollars chaque année. Donc pour moi, l'aide au développement, c'est une véritable arnaque que nous devons arrêter et le Congo doit se prendre en charge. Les relations, certes, nous avons besoin de relations diplomatiques, mais toutes ces relations doivent être saines, transparentes. Et pour le Congo. Et pour le Congo. Et les avantages doivent être équitables. Et aujourd'hui, voir certains pays africains qui prennent le dessus et qui prennent de décisions tellement fortes en coupant leurs relations avec la France, vous, comment vous le prenez? Ça peut aussi nous aider, en fait, nous, le Congo, de couper aussi ces genres de partenariats, enfin, de travail pour le Congo et de travail pour le Congolais? Ça va nous aider? Vous avez la réponse avec vous parce que c'est quelque chose qui est déjà dans les processus. Ça va nous aider et ça nous aide déjà. Avec la vision du chef d'État actuel, je pense que s'il est reconduit ma prière, s'il est reconduit, je pense que beaucoup de choses vont changer. Ça va nous aider. Si et seulement si. Moi, je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de relations entre nous et d'autres pays, mais que ces relations soient saines. Si l'Afrique doit gagner, que l'Afrique puisse gagner de la même façon que l'Europe. Mais nous ne devons pas être vus comme des petits enfants qu'on doit aider.
Non, nous avons aussi de l'intellect. Nous sommes en train d'innover également aujourd'hui en Afrique, nous qui sommes des jeunes. Alors, si à chaque fois les gens qui étudient avec nous là-bas doivent venir nous aider, qu'est-ce que nous allons faire en Occident alors en tant qu'étudiants? Donc, les relations doivent être saines, transparentes. Nous sommes à la fin, Gilbert et Mongo. J'ai une dernière question à vous poser après on finit cet entretien. Si maintenant tu t'es retrouvé devant le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 10 minutes, on vous demande de donner votre vision pour le Congo. Je vais regarder la caméra parce que je ne sais pas si il pourra voir ça. Alors, si le président, je me retrouve devant le président de la République maintenant là, on me demande de lui donner ma vision pour le Congo. Je vais lui dire ceci. Monsieur le président de la République, pour que le pays soit développé, nous devons arrêter d'abord les sentiments. Les sentiments, c'est le fait de laisser les gens vivre dans les désordres par peur de leur faire du mal. Par exemple, la première proposition serait la fermeture de certaines églises. Ça, c'est d'abord la première proposition. Les églises. Les églises doivent être fermées. Les églises aujourd'hui constituent les espaces par excellence qui font dormir le rêve de beaucoup de gens. Les gens pensent aujourd'hui que Dieu va quitter le ciel pour venir travailler à leur place. C'est ça. Deuxième chose, si quand même les églises ne sont pas fermées, on doit réserver à une semaine au moins 2 jours seulement où les gens doivent aller à l'église. Sur une semaine. Sur une semaine, soit les samedis et les dimanches. Et les autres jours de la semaine, on laisse les gens aller travailler. On laisse les gens aller se chercher. Dans un pays sérieux, on ne peut pas avoir beaucoup plus d'églises que des écoles. La Bible, qu'est-ce que Dieu dit? Si tu as besoin de causer avec Dieu, de prier, va dans ta chambre, ferme ta porte. C'est depuis quand, pour bien prier Dieu, il faut aller à l'église du lundi au samedi? Il y a des jeunes aujourd'hui qui préfèrent monter à une montagne de prière pendant des semaines sans rien faire pour aller implorer la grâce de Dieu. Non. Ça, c'est une distraction totale. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ici à Kinshasa, je parle de Kinshasa parce que c'est à Kinshasa qu'il y a beaucoup plus de distractions. La fermeture des bars. Qui abrutissent la jeunesse. C'est ça. Le jeune, en fait. Mais si quand même, on ne pourra pas fermer les bars, quand même, on puisse réserver le week-end uniquement pour les bars. Du lundi au jeudi, on laisse les gens travailler, les gens réfléchir. Et le week-end, au moins, on laisse les gens aller se divertir. C'est très radical. Hein? C'est très important. Et parce que je suis en train de voir que le temps qui m'a été donné est presque fini. La troisième des choses, les mandats des députés. C'est inconcevable qu'un président de la République, qui est le garant d'ailleurs du bon fonctionnement des institutions, on lui donne un mandat une fois renouvelable, mais les députés qui ne font presque rien peuvent postuler autant de fois qu'ils veulent. Comment un député peut... Tu vois, avant de postuler, si un député au début de son mandat trouve la population dans un problème et qu'à la fin de son mandat, il n'est pas arrivé à trouver la solution au problème de cette population, c'est qu'il a échoué. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a des députés qui ont travaillé 10 ans, 20 ans, 30 ans même dans ces pays en tant que députés. Et chaque fois, ils sont réélus. Si le président a un seul mandat, une fois renouvelable, les députés également doivent avoir un seul mandat, une fois renouvelable, pour laisser la place également aux autres jeunes, pour laisser la place également aux autres personnes. Compétents. C'est ça. Parce que si par exemple, toi, tu as l'argent, tu as tes relations, la population souffre. Si moi-même, si j'ai une bonne vision et je n'ai pas l'argent, si nous deux nous allons, celui qui donne l'argent sera la personne qui sera élue aujourd'hui. Parce que quand quelqu'un souffre, il a besoin de quelqu'un qui va lui donner la solution. Voilà pourquoi l'intellect ne vaut plus rien aujourd'hui dans la politique congolaise. C'est important quand même que les députés, j'insiste sur ça, puissent avoir un seul mandat une fois renouvelable. Et je pense que c'est comme ça que nous allons changer. La réduction également de partis politiques dans le pays. On ne peut pas avoir beaucoup de partis politiques comme des champignons dans un pays sérieux. Donc, monsieur le président de la République, il faut essayer de voir, soit vous renforcez des mesures pour la création des partis politiques, et puis l'autre chose, il y a des ministères qui ne font rien ici dans ces pays. Il y a certains ministères, je ne vais pas citer ici les noms, mais tu vois un ministère, par exemple, le ministère de l'Emploi, les gens n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Mais le ministre lui-même se retrouve. Tu vois un peu. Il est payé chaque fin du mois. Alors, nous avons besoin même de 5 ministères qui vont aider la République au lieu d'avoir plusieurs ministères. Et quand tu vois même l'état du bureau à question du ministère, c'est une honte. Monsieur le Président, je vous demanderai également, si vous allez m'écouter, d'incorporer la technique policière dans l'enseignement en République démocratique du Congo. Les policiers de la RDC, surtout ceux qui sont à Kinshasa, ont le droit ont besoin d'être formés. Les policiers ne savent pas ce qu'ils font. La majorité sont sont dans la rue juste pour chercher l'argent. Madé Swabana. Un policier ne peut jamais coopérer avec quelqu'un qui est dans les fractions. Ça, c'est très grave. Et si tous les policiers sont suffisamment formés, comme les gens qui font d'autres programmes d'études, je pense qu'ils comprendront leur place et leur importance. Troisième des choses, Monsieur le Président de la République, chères autorités, chers membres du gouvernement, essayez de revoir les problèmes de stationnement dans la ville de Kinshasa. Les gens stationnent partout. C'est pourquoi il y a beaucoup d'embouteillages. Quelqu'un ne peut pas commettre un accident et laisser sa voiture là. Et quelqu'un ne peut pas stationner partout où il veut. Et si par exemple on disait qu'on voit ta voiture stationnée dans un espace public, on te donne l'amende. Et l'amende qui sera très bien payée, qui ne sera pas discutée, je pense que les gens auront peur. Parce que les Congolais, si vous allez avec eux dans la douceur, ils ne vont jamais comprendre. Par exemple, moi, j'ai à stationner ma voiture quelque part au monde et on m'a donné un ticket de $500. Même si je vais mourir demain, je ne pourrai jamais faire ça si je n'ai pas $500. Parce que j'aurai peur. Nous avons besoin de la rigueur par rapport à ça. Troisième des choses, nous avons besoin que vous puissiez essayer de revoir les problèmes de la jeunesse. La jeunesse se plaint, Monsieur le Président de la République. La jeunesse a beaucoup de choses à vous proposer. Mais à tout moment que nous nous retrouvons devant vous, on nous choisit les jeunes qui doivent discuter avec vous. C'est pourquoi la jeunesse garde ses connaissances et n'arrive pas à vous expliquer leurs soucis. Tant que si en réalité nous sommes l'avenir du pays, vous devez discuter avec nous pour comprendre ce que nous voulons pour le Congo. Je dis. Gilbert Raymond, c'était pour moi un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Fortement, ça ne serait pas encore pour une dernière fois parce qu'il y a encore de matière à élaborer là-dessus. Merci beaucoup. Les amis, nous sommes à la fin. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre sur Congo Buzz Télévision. Un grand merci à cette équipe dynamique qui ont permis à ce que cette émission soit super bien réalisée, les amis. Si vous avez aimé ce qui a été dit ici, en tout cas, aidez-nous à partager. De la même façon que vous partagez des émissions musicales, des émissions buzz qui tournent comme ça, juste pour le délire, en tout cas, des émissions pareilles. Ce sont aussi des émissions à partager, à mettre sur des statuts et pour aider vraiment nous, la jeunesse, à être éveillés et à prendre les choses en main. Les amis, quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve à un prochain numéro. Merci. Chiquitan chiquititan tan tan que tumban ban que tumban que tepe tepe